Un grand angle consacré à l'une des maladies les plus cruelles. C'est ainsi que l'Organisation mondiale de la santé qualifie la maladie de Charcot, une pathologie rare également appelée sclérose latérale amyotrophique. Alors d'où vient cette maladie? Où en est la recherche? On en parle avec Sabine Turgeman. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes la directrice générale de l'ARSLA, l'association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique et autres maladies du motoneurone. Denis Hébert, merci beaucoup d'être avec nous en direct. Vous êtes atteint de la maladie de Charcot depuis 1 an et demi maintenant. Vous ne pouvez plus exercer votre métier de kinésithérapeute spécialiste de la rééducation vestibulaire. Et puis, Philippe Corsia, professeur de neurologie et responsable du centre SLA au CHU de Tours en France. Philippe Corsia, la première question, elle est pour vous. Qu'est-ce que la maladie de Charcot? Alors, la maladie de Charcot, c'est une maladie dégénérative qui touche le système moteur et qui va entraîner une paralysie progressive. Pour essayer de l'illustrer au plus près, c'est la même sensation que si vous sortez de votre maison, vous tombez, vous cassez la cheville, vous êtes plâtré et vous serez plâtré de plus en plus chaque jour. Et un jour, on commencera à plâtrer la poitrine et vous verrez ce que ça peut donner sur le plan des symptômes. Donc la maladie de Charcot, c'est à peu près une maladie qu'on peut identifier à un emprisonnement dans son corps, avec en plus la conscience de son aggravation progressive, qui fait que les patients se voient se dégrader de jour en jour. Et les premiers symptômes sont parfois indolores, hein, et puis ensuite, vous l'avez dit, fonte musculaire associée à des fasciculations, à des secousses spontanées du muscle. Il existe souvent d'ailleurs des crampes, une perte de poids. Il y a aussi des difficultés à articuler, à déglutir. Sabine Turgeman, combien de personnes sont touchées en France ? Alors aujourd'hui, 8000 personnes, on compte à peu près 8000 personnes en France, mais les personnes décèdent très rapidement, dans les 2 à 3 ans. Donc on dit en gros qu'il y a 5 personnes qui ont le diagnostic par jour et 5 personnes qui décèdent par jour de cette maladie. Ouais. Vous dites qu'à partir du jour où c'est diagnostiqué, l'espérance de vie avec cette maladie, c'est de 3 à 5 ans? C'est très peu? Oui, c'est très peu, oui, c'est très rapide. Comme l'a dit le professeur Corsia, ça va très vite. On va commencer à entendre votre témoignage maintenant, Denis Hébert. Vous êtes atteint donc de cette maladie. Comment est-ce que vous avez été diagnostiqué il y a 1 an et demi? Racontez-nous. Oui, merci de me recevoir. Moi, j'ai été diagnostiqué brutalement. J'étais kinésithérapeute, comme vous l'avez dit. Donc, quand mon bras gauche a commencé à trembler un peu en faisant du sport, je n'étais pas très inquiet. Il y a plusieurs explications possibles. Et puis, j'ai été diagnostiqué en février 2022. En novembre-décembre, les 2 mois précédents, nous étions en recherche diagnostique. Certaines pathologies avaient été évoquées. Il y a eu des traitements, ils n'ont pas marché. Donc le 7 février, je me suis retrouvé donc avec mon épouse en consultation. Et puis le docteur, donc c'était à l'époque à l'hôpital de Garches, nous dit écoutez, voilà, ça marche pas, c'est un diagnostic par élimination que je vais vous faire, il ne reste plus que la SLA. Alors moi à l'époque, SLA, ça ne me disait pas grand-chose. Mais bon, voilà, au revoir monsieur, au revoir madame, je vous adresse à la Pitié-Salpêtrière qui fera ça beaucoup mieux que nous. Et puis nous sommes sortis un peu dubitatifs. C'est dans la cour de l'hôpital que je me suis rendu compte de l'énormité du diagnostic. Et là, c'était un peu violent. Alors surtout qu'en plus, on a eu le rendez-vous à la Pitié 6 semaines après, donc pendant 6 semaines, à gamberger tout ça pour répondre à votre question. Voilà comment je l'ai appris. Comment vous allez aujourd'hui ? Écoutez, pas terrible. J'ai les bras paralysés, je ne peux plus me servir de mes bras, de mes mains. Mes jambes, c'est limite, je dois être à quelques semaines du fauteuil, je pense. Mais écoutez, j'ai décidé de ne pas passer ma vie et ma journée à me plaindre. Donc, à part ça, si je puis dire, ça va pas trop mal. Docteur Philippe Corsia, on ne peut pas guérir cette maladie. Non, pour l'instant, il n'y a pas de traitement qui permette de guérir de cette maladie. On a un traitement, le Riluzole, qui ralentit l'évolution, et on a depuis quelques semaines un autre traitement qui est indiqué pour une forme particulière de cette maladie, qui est une SLA liée à une mutation sur un gène bien défini, le gène de la superoxyde dismutase. Et pour ces patients qui ont donc une SLA liée à une mutation du gène de la superoxyde dismutase, on a désormais un traitement qui leur est spécifique et qui permet de modifier de façon variable d'un individu à l'autre l'évolution naturelle de cette maladie. Alors, c'est une avancée importante, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la fréquence des mutations de la superoxyde dismutase dans la SLA, c'est 2% des patients. Donc, pour 98% des patients, il faut maintenant trouver
le traitement qui puisse leur permettre d'avoir une amélioration de leur état moteur. Alors, on dénombre aujourd'hui 500 000 personnes malades. Alors, Charcot, pourquoi Charcot dans le monde francophone? Parce que c'est le médecin français qui a découvert cette maladie, SLA donc pour le sigle. On va parler avec vous de la prise en charge, mais d'abord, dites-nous, est-ce que c'est une maladie héréditaire? Comment attrape-t-on cette maladie? Alors, il y a pas de, on n'attrape pas cette maladie, c'est difficile de le dire. En fait, elle se développe. Aujourd'hui, on ne sait pas justement pourquoi elle va se manifester ou pas. C'est rarement des liens familiaux, en fait. Il n'y a que 10 à 20% de cas qui sont génétiques, mais de liens familiaux, sans dire de bêtises, je crois que c'est 10%, moins de 10%. Et comme vous l'a dit le professeur Corsia, aujourd'hui, on a un traitement que sur 2% des personnes, donc 98% aujourd'hui restent sans traitement et sans... Ça pourrait venir de quoi? De substances toxiques, chimiques, on ne sait pas encore en fait, professeur Philippe Corsia. Écoutez, c'est une sorte de mélange entre des facteurs génétiques qu'on ne connaît pas pour tous les patients et puis des facteurs environnementaux qu'on n'arrive pas encore à préciser au sens large, mais on sait que c'est un cocktail dans lequel il y a le mode de vie, les facteurs environnementaux et puis une part de génétique. Alors, on va parler de vos initiatives, bien entendu, dans votre association Larsla. Il y a bien entendu le Ice Bucket Challenge, le fameux challenge du seau glacé que l'on se verse sur la tête. Et du coup, on va parler d'Olivier Goy, diagnostiqué d'une sclérose latérale amyotrophique. qui est connu, on l'a dit, sous la maladie de Charcot. Alors, il profite, lui, du temps qui lui reste à vivre, il faut le dire comme ça, justement, pour sensibiliser et faire avancer la recherche. Et cet homme, il a décidé de relancer ce fameux challenge que je viens de citer. Et d'ailleurs, il en était question dans l'émission Quelle époque de France 2, on le voit, émission présentée par notre consoeur Léa Salamé, un défi qui permet de récolter des fonds pour la maladie. On va regarder cet extrait diffusé par notre partenaire France 2 il y a quelques jours. Je le fais pour vous. Une douche glacée à laquelle se prêtent personnalités ou anonymes, un drôle de défi pour une cause très sérieuse, un challenge pour mettre la lumière sur la maladie de Charcot. Il y a 10 ans, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, Bill Gates, lançait le défi au monde entier. Aujourd'hui, en France, c'est Olivier Goy, atteint de cette maladie dégénérative, qui relance l'idée. Olivier a perdu la parole il y a peu. C'est un ordinateur qui reproduit sa voix. Ce seau d'eau glacée symbolise le ressenti à l'annonce du diagnostic. L'effroi quand on vous annonce que vous avez une maladie mortelle est toujours incurable. Les personnes décèdent dans les 3 à 5 ans. Chaque seau renversé est un soutien pour la recherche. Pour relever ce défi, 3 étapes. Se filmer en se versant le seau d'eau glacée et publier sur les réseaux sociaux. Faire un don sur défigivré.org. Et enfin, nommer 3 personnes qui devront aussi le relever. Le rêve d'Olivier Goy, c'est que Zinedine Zidane joue prochainement le jeu. Il a déjà été nommé, mais n'a pas encore répondu présent. S'il le fait, je serai un héros aux yeux de mon jeune fils. Voilà, si Zinedine Zidane nous entend, le message est passé. Denis Hébert, un mot peut-être sur ce challenge. Que représente-t-il pour vous? On l'a dit, on n'a pas beaucoup de temps, les malades. Donc, plus vite la recherche avance, le mieux c'est. Je sais, pour avoir fait un essai thérapeutique, que la recherche avance, mais que c'est pas rapide parce qu'il faut faire différents stades. Mais bon, moi je trouve ça très bien. Si ça peut mettre la lumière sur cette maladie, je suis évidemment pour à 1000%. Ouais, mettre la lumière sur cette maladie et apporter des fonds, bien entendu. La recherche, sans jeu de mots, elle est fondamentale. Tout à fait. Et en fait, l'association finance en direct des équipes de recherche à hauteur de plus de 1,7 million par an. Et aujourd'hui, avec le Ice Bucket, on espère financer encore plus. Et il faut qu'on aille plus vite. C'est quand même une maladie qui a été découverte il y a plus de 150 ans et qui aujourd'hui, en fait, n'est toujours pas curée. Pourquoi ? Parce que c'est une maladie rare ? Non, parce que je pense que c'est un manque de moyens aussi qui a été mis sur cette recherche, alors qu'on sait que si on y mettait les moyens, on pourrait aussi, ça pourrait profiter à d'autres maladies neurodégénératives. Donc je pense que c'est très important de mettre l'accent sur cette maladie. Et puis c'est une maladie qui peut faire peur aussi, puisque comme vous l'avez dit au départ, comme l'a dit Denis, au départ c'est une simple douleur. Et finalement, on arrive sur un diagnostic terrible. Donc ne la cachons pas.
mettons-la en lumière comme vous le faites ce soir et finançons la recherche et justement défigirivré.org pour faire des dons et pour faire avancer cette recherche. Quelles sont vos autres actions concrètes, vous, à l'ARSLA ? Alors à l'ARSLA, on fait aussi du prêt de matériel, puisqu'en fait une des difficultés, c'est que les personnes ont un handicap qui avance très très vite. Donc en moins de 2 ans, elles vont avoir besoin d'une trentaine d'aides techniques. Et il y a une réalité en France, c'est qu'elles sont peu remboursées alors qu'elles sont très chères. Très chères, peu remboursées. Quand vous dites 30 aides techniques, ça veut dire 30 personnes ? Non, 30 aides techniques, c'est de l'aide matérielle, c'est-à-dire différents fauteuils roulants. Qui doivent évoluer aussi en fonction de l'état de l'évolution de la maladie. Et avec une évolution très rapide. Et aujourd'hui, les gens ne sont pas remboursés pour la plupart de ces aides techniques. Donc souvent, il n'est pas rare que les gens obtiennent par exemple un fauteuil roulant électrique au moment du décès. C'est inadmissible. Ensuite, elles sont privées de leur voix. Il faut qu'elles puissent continuer à communiquer, continuer à échanger avec leur entourage. Donc là, c'est des aides techniques technologiques. L'exemple de Diego, voilà, dans ce et ça c'est extrêmement cher, c'est plus de 15 000 €. Donc en fait, si c'est pas pris en charge, les gens n'ont pas les moyens d'avoir accès. Vous avez déjà alerté le gouvernement français ces dernières années ? Oui, alors on travaillait justement là sur une loi, la loi avec le sénateur Mouillet et le sénateur Boucher, qui devait passer au Sénat lundi avant la dissolution. Et on était arrivé sur un accord justement pour... Une meilleure prise en charge sur cette question-là. Professeur Philippe Corsia, est-ce que vous pouvez nous dire ce soir si une meilleure prise en charge, elle améliore, elle a une incidence, un impact sur l'espérance de vie, si je puis dire, à partir du diagnostic, sur la survie du patient ? Tout à fait, la prise en charge dans un centre spécialisé améliore la survie et améliore la qualité de vie. Ça a été démontré par plusieurs travaux. On a la chance en France d'avoir 22 centres SLA dans toutes les régions qui prennent en charge la majorité des patients, qui respectent des recommandations standardisées, qui fait qu'un patient qui habite Brest, Strasbourg, Lille ou Marseille a la même prise en charge dans un centre SLA. Et ça change foncièrement l'évolution de la maladie et la qualité de vie des patients qui est aussi prise en compte et qui est améliorée par la prise en charge. Alors, parmi les personnalités atteintes de la maladie, il y a Philippe Bietri, Charles Bietri, l'ancien directeur des sports de Canal+, ancien patron du Paris Saint-Germain. Citons aussi Jean-Yves Lafesse, qui, lui, nous a quittés. Stephen Hawking, j'aimerais vous entendre, professeur, à son sujet, parce que c'est sans doute le plus célèbre à avoir été touché par cette maladie. Il a vécu avec cette maladie pendant plus de 50 ans. On vient de dire que l'espérance de vie, c'était de 3 à 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? L'espérance de vie, c'est une moyenne, c'est-à-dire que quand on prend 100 patients, 50 ont une espérance de vie de 3 à 5 ans. Mais il y a 10% des patients qui dépassent 10 ans d'évolution. Et bien sûr, le cas de Stephen Hawking est exceptionnel par la durée d'évolution de sa pathologie, mais c'est des choses qu'on peut rencontrer. Alors bien sûr, c'est exceptionnel, mais on avait suivi indirectement avec mon collègue Pierre-François Pradat de Paris, un patient qui avait commencé sa maladie en 1980 et on l'avait vu plus de 40 ans après. Donc c'est des formes qui arrivent, qui sont exceptionnelles, mais on n'est pas toujours dans 3 à 5 ans d'évolution. On peut avoir plus de temps d'évolution et on peut dépasser 10 ans. Il y a 10% des patients qui vivent plus de 10 ans. Denis Hébert, cette maladie n'entrave pas votre passion pour la musique. Vous avez participé à la fête de la musique le 21 juin, plus précisément d'ailleurs ce samedi, ce week-end, et vous vous apprêtez à partir pour un festival, le Hellfest. Festival, ça commence jeudi, ça finit dimanche à Clisson, près de Nantes. Qu'est-ce que ça vous apporte de continuer à pratiquer cette passion qu'est la musique ? Alors, oui, alors je vais vous corriger un peu parce que effectivement la fête de la musique, c'était mon dernier concert. D'accord. Moi, j'étais multi-instrumentiste, récemment bassiste, chanteur. J'ai laissé tomber la basse il y a quelques mois. Et puis, on parlait de la parole, donc le chant, ça diminue. J'ai beaucoup plus de mal à chanter, donc j'ai dit à mes gars, à mon groupe, écoutez, c'est le dernier. Pas mal d'émotions d'ailleurs, mais faut imaginer, en ce qui concerne ma petite personne, quand vous n'avez plus de bras, plus de mains, j'étais kiné et musicien. Voilà, je vous laisse imaginer, mais bref, en tout cas, effectivement, je pars au Hellfest parce que pour les gens comme moi, adeptes de ce genre musical, c'est un petit peu le paradis sur Terre, donc ça ne se loupe pas. Et en plus, l'accueil a l'air, parce que c'est la première fois que j'y vais en tant qu'handicapé, a l'air d'être vraiment extrêmement bien fait.
Eh bien, merci beaucoup, merci infiniment, Denis Hébert, d'avoir témoigné ce soir en direct dans 64 minutes sur TV5. Professeur Philippe Corsia, merci à vous également. On sait que le CHU de Tours est mobilisé au même titre que la Pitié-Salpêtrière. La France, d'ailleurs, disons-le, est un pays à la pointe en matière de lutte contre cette maladie. Et merci à vous, Sabine Turgeman. On peut faire donc des dons à l'ARSLA. Et puis, il y a donc ce challenge du seau glacé dont on a vu quelques images tout à l'heure et dont on a compris le principe. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de TV5 Monde nous parler de la maladie de Charcot.